lot of knowledge about different land tenure in Africa. Ma connaissance concernant la sécurisation foncière en Afrique a augmenté pendant ces 2 jours. And very important, I've been networking with a number of young people here. Très important encore, j'ai pu me rapprocher et faire connaissance avec beaucoup d'experts et de jeunes ici présents. And I've also gained more understanding of Africa Union through my sister, Dr. Janet. Ma connaissance concernant l'Union africaine a aussi augmenté, surtout avec ma sœur, Dr. Janet, avec qui on a beaucoup discuté. I come to also understand that in Africa, if we continue intergeneration actually putting young people at the center of secure land rights, we are going far. Je pense aussi que si en Afrique on continue comme ça à mettre les jeunes au centre de nos activités foncières, à créer une sorte d'intergénérationnalité, on ira très loin. The Mud Stakeholders Forum launched yesterday also something very valuable for us when we are working on secure land rights, especially for the youth. La plateforme multisectorielle qui a été lancée est quelque chose de très important que nous devons utiliser comme une arme pour la jeunesse afin de faire avancer tout ce qui est foncier en Afrique. So it is continuing to confirm to me that land is power. Donc ça renforce mon idée concernant le fait que la terre c'est la puissance. Land is hope. La terre c'est l'espérance. Land is destiny. La terre c'est la destinée. Land is dignity. La terre c'est la dignité. Land is sustainable development. La terre c'est le développement durable. Is the source of many things which, if our youth are going to make sure that they are going to ensure secure land within Africa, we are going to reach far. La terre, c'est le moyen par lequel les jeunes peuvent sécuriser non seulement la paix et les moyens de l'Afrique, afin que nous allions très loin. And more importantly also, plus important encore, youth women. La femme jeune. They are also included and we want to include them more. Sont aussi concernés, nous voulons encore les inclure plus davantage. And so sometimes I've been hearing some message that we have moved forward. We young people, we also respect our mothers, our sisters, and that's powerful. Et parfois j'écoute les gens dire que nous les jeunes nous avançons en respectant nos aînés, nos parents, et cela est très important. So it's all of us young people, we are going to be agents of change, that both men and women, youth men have equal rights to own, access, and control land. Nous, la jeunesse, sommes au cœur de ce changement. Nous devons être engagés dans ce changement. Et que ce soit les jeunes hommes ou jeunes femmes, nous avons tous les mêmes droits, nous sommes égaux dans nos droits, surtout les droits fonciers. So, lastly but not least, welcome to Tanzania, Hakuna Matata. Can you say Hakuna Matata? Hakuna Matata. Jambo bwana, habari gani? Mzuri sana, vijana mwakaribishwa Afrika yetu, Hakuna Matata. Thank you for the support of the African Union. Je voudrais également dire merci ce matin au directeur de IPA qui a bien voulu être notre modérateur de ce matin. Vous voyez combien de fois la thématique intéresse tous les acteurs. Je voudrais également dire merci à Madame Monica, représentant l'Andesa. Je voudrais aussi dire merci à tous les représentants de la GIZ ici. Également dire merci à toute l'équipe de Habitat for Humanity. Depuis ici, je dis infiniment merci au vice-président Maurice Makolo et sans oublier aussi ma grande sœur Mango Margaret
Je suis très ravi ce matin et je dis merci à tous les autres partenaires, surtout l'Alliance nationale Femmes et Fonciers. I'm very glad to say a special thank you to the Les- National Alliance. Ces femmes-là ne sont pas ici apparemment. They are not here, but they are from Senegal. They were here the first 2 days. Je vous dis infiniment merci I say a special thank you. et je viens dire un grand merci et mes encouragements à toute mon équipe. I want to say a special thanks and in my encouragement to all my team. En partant donc de l'équipe du Sénégal Going from the team of Senegal, Ila Senegal, et également l'équipe de la coordination internationale, and the international coordination team of Ila, également l'équipe des différents points focaux présents. also the team of the different focal points. Ceux qui sont ici présents et ceux qui ne sont pas arrivés. Those that are present, those that could not come due to some issues or another. Je vous dis merci. I say thank you. Ce matin, alors, ce matin, This morning, nous allons débattre d'un thème assez vraiment important. we'll be debating on a topic, an essential and important topic. Ce matin, on va discuter des questions de l'agriculture. This morning we'll talk about questions linked to agriculture, On va parler des questions de l'habitat agriculture and habitat. et on va parler des questions du changement climatique. We'll talk about questions of climate change. Ça veut dire qu'on ne va pas oublier la question du genre. This means that we'll not forget the issue of gender here. Et l'objectif pour nous, pour cette thématique, And for us on this topic, c'est de voir comment est-ce qu'avec les questions de l'agriculture, on peut arriver à assurer la paix sociale et à assurer la sécurité alimentaire et la sécurité publique. to see how through the question or through the issue of agriculture we can assure food security, peace, and social cohesion among everybody. Également, comment arriver à travers l'agriculture, éviter les immigrations clandestines. How to use agriculture to avoid clandestine immigration. Simplement, c'est pour dire, si nous travaillons à une autonomisation de la jeunesse, I just want to say that if we work towards make the youth to be autonomous à travers l'agriculture, through agriculture, je crois que nous allons éviter beaucoup de choses et nous saurons assurer la paix et la sécurité. things will be left aside. We know that things will be avoided in terms of conflict, and we will be able to assure peace and security. Deuxième chose, Secondly, il s'agit de l'habitat. we must focus on habitat. Aujourd'hui, nous voyons ce qu'est devenu l'étalement urbain. Today we see how settlements are being done. Vous voyez, aujourd'hui, la ville est en train d'entrer dans le village. You see now towns are entering into villages, rural areas. Donc, nos champs sont en train, la superficie de nos champs agricoles sont en train de se réduire. So the area, the surface area of our agricultural lands is reducing because urbanization is coming into rural areas. Alors, comment est-ce que nous allons essayer d'encadrer toutes les questions d'habitat pour assurer d'abord un habitat décent ou abordable à chaque jeune ou à chaque citoyen et comment engager les jeunes à le faire. So here we'll discuss on how to assure a secure and fine habitat for all the youth, how can we capacitate these youth in order to engage in these activities. On a des jeunes architectes, on a des jeunes urbanistes We have young architects and urbanists. et on a plein de personnes ici qui sont des spécialistes de ces questions. Il est important qu'on puisse parler de ça et trouver des solutions parce que tout ceci participe à la paix et à la sécurité. Je prends le cas des personnes déplacées. Je prends le cas des personnes expropriées qui ne sont pas dédommagées ou qui sont déplacées n'importe comment. Cela amène des conflits et cela ne participe pas à la paix et à la cohésion sociale. And we have many experts here which are experts in habitat agriculture. So we have to discuss together in order to find solutions to these problems of habitat agriculture in order to move together towards a secure and peace Africa. Et le troisième niveau, The third level il s'agit de l'adaptation au changement climatique. is to be able to adapt ourselves to climate change. Aujourd'hui, nous savons les affres du changement climatique. Today we know the negative effects of climate change. Aujourd'hui, nous voyons la pluviométrie
le système de pluviométrie qui a changé. Today we see how the rainfall, the seasons are changing, the rainfall is no more stable, seasons are coming before and after. Comment nous devons nous adapter? How can we adapt? Comment nous devons restaurer les terres dégradées How can we restore the degraded lands pour être en mesure d'exploiter cette terre dégradée en complément pour des productions agricoles? to transform this degraded land into agricultural or farmlands useful for the society? Donc c'est de ces questions-là que nous allons discuter aujourd'hui. So these are all the questions or topics Et je voudrais, we will discuss today. et je voudrais inviter chacun de nous To invite each and every one of us à vraiment ouvrir les esprits to open their minds et les entendements and their understandings pour que nous puissions vraiment faire un bon débat so that we can have a good and memorable debate et faire de bonnes propositions. and do good recommendations. De quoi avons-nous besoin en termes d'habitat Especially, what do we need in terms of habitat pour pouvoir assurer la sécurité et la paix? not to assure peace and security? De quoi avons-nous besoin en termes d'agriculture What do we need in terms of agriculture? pour pouvoir assurer la paix et la sécurité? Peace and security. De quoi avons-nous besoin What pour, do we need? sur les questions d'adaptation au changement climatique The topics linked to climate change adaptation. pour assurer la paix et la Assure sécurité? peace and security. Voilà un peu le débat de ce jour The debate we have today. et je voudrais que nous puissions vraiment interagir I want it to be interactive. afin de trouver des solutions ou proposer des recommandations assez bonnes. In order for us to have recommendation solutions which are good and effective. C'est sur ces mots que je voudrais vous dire une fois encore merci From these words, I want to say once more thank you. et je souhaite bonne suite et bonne continuation des travaux des différents panels qui vont passer I aujourd'hui. wish you all a happy discussion, happy debate, and a happy interaction with all the panelists that will talk today. Merci beaucoup. Thank you very much. Mais bon, c'est pas grave. Alors, je disais simplement que le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est sur l'agriculture, le logement et le changement climatique. Je crois que le directeur de YILA est revenu là-dessus. Je voudrais m'assurer d'abord, de quel temps on dispose. Je parle aux organisateurs. J'ai dit, je voudrais m'assurer d'abord, de combien de temps on dispose. 2, les différents présentateurs, parce que nous avons des gens qui sont en ligne. Donc, si on veut s'écouter et interagir avec la salle, il faut qu'on organise de telle sorte qu'on puisse se donner le temps, parce que c'est 10 minutes par intervention. Et nous avons des interventions très intéressantes qui ont été très bien réfléchies, qu'on essaie de voir comment on organise ça dans le timing qui nous est laissé. Deuxièmement, donc une fois qu'on aura su le temps dont on dispose, à quelle heure on prend la pause, comment on s'organise, pour que vraiment dans la réunion d'ici 11h, midi, on puisse vraiment sortir avec quelque chose qu'on va retenir de cette réunion. Et je crois que, parce que nous avons, si je vois l'agenda, il y a des personnalités très importantes qui ont été mobilisées. Donc c'est important qu'on les écoute, qu'on puisse aussi interagir avec elles pour voir qu'est-ce qu'on tire comme enseignement. Donc je ne sais pas, je voudrais bien que les organisateurs nous disent un peu de quel temps on dispose. C'était censé aller jusqu'à 10h30, mais déjà il est 10h moins 20. Ensuite, je crois qu'on devait aller en pause vers... voilà, tout ça, si vous pouvez un peu réorganiser pour qu'on s'organise mieux. Je vous laisse la parole peut-être. On peut aller jusqu'à 11h. Ok. D'accord. Donc, du coup, il est 10h moins 20. Nous disposons de 1h20 minutes. Très bien. Alors, dans 1h20 minutes, je ne sais pas comment on va faire pour la traduction. Je veux bien, mais je ne peux pas faire les deux, donc c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va traduire? Il est où? Marcel. Voilà. C'est important pour qu'on puisse s'entendre. Marcel, nous disions simplement que nous avons une thématique, je crois que le directeur de YILA est revenu là-dessus, agriculture, logement et changement climatique. The thing that the talk of today is on agriculture, habitat and climate change. Alors, nous avons des intervenants comme par exemple Dorine qui est en ligne. We have speakers like Doreen, ELC and their partners African Union and DESA for creating such a platform. Qui a été lancé hier et je pense que c'est une opportunité au moins de poursuivre déjà les échanges autour de ce qu'on est en train de faire. The platform that was launched yesterday, I think it's an opportunity for us to continue the follow-up of the discussions we have here. De contribuer au renforcement de capacités, mais surtout d'engager le dialogue politique. Parce que les jeunes doivent être aujourd'hui
les acteurs, et j'ai beaucoup aimé l'autre jour quand Innocent a parlé dans son discours d'ouverture, quand il disait par exemple, pour amener la sécurité et la paix entre les pays, les jeunes doivent être des avant-gardistes. Especially because we must help you, because you should be at the center of decision making. I was very glad when I heard Mr. Innocent saying that the youth are the center of. Ça peut être au niveau des frontières, ça peut être parce que souvent, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est les pasteurs qui sont souvent les plus exposés, mais les jeunes pasteurs pourraient jouer un rôle extrêmement important pour vraiment faciliter aussi l'intégration entre les populations. So I think that youth can play an important role to facilitate integration and social cohesion between communities or groups that are living. Alors, comme on n'est pas là pour m'écouter aujourd'hui, on est là pour écouter les présentateurs. We are here to listen at the speakers. On devait traiter du rôle de jeunes dans la promotion des ODD. We talk about the role of youth in the promotion of social development goals. L'accès des jeunes au logement, à la paix. Access to youth to settlements and peace. Et puis les questions de paix et sécurité au Sahel. Peace and security in the Sahel region. Alors, donc là, je ne sais pas, parce que je crois que tout le monde n'est pas en ligne. Donc, ceux qui seront en ligne, je crois que c'est bien Doreen, si j'ai bien compris. So, I think right now, people that are online are Mrs. Doreen. Margaret. Mrs. Margaret. Pacifique. Pacifique, who is here. Et puis nos collègues Driss qui sont là aussi. And Dr. Driss who are here with us. Two persons online, two persons present. Et puis, pardon? Ah, Pacifique, c'est lui, voilà. Ok, Pacifique donc est là. Donc, on a deux collègues ici, mais je voudrais proposer qu'on donne la parole à Doreen, ceux qui sont en ligne. Comme ça, on revient en salle. Mais chacun ne peut pas excéder 10 minutes. Et je suis très rigoureux sur le temps. Je préfère que vraiment on mette le focus sur la thématique qui nous concerne, c'est l'agriculture, le logement et le changement climatique. Quelle est la place des jeunes? Qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui pour contribuer? Surtout, quelles sont les recommandations qu'on formule pour qu'avec la plateforme qu'on a créée, on puisse reverser et continuer vraiment à maintenir l'animation, la dynamique avec les femmes et les autres. So as a moderator, I'll be very rigorous, very strict on time. It's 10 minutes per panelist. I'll be strict on the 10 minutes so that we can continue the discussions. We should not enlarge too much, so we can start. Okay, we start with Doreen, and you have the floor, Doreen, for 10 minutes, please. Vous nous entendez? Okay. Over. Thank you very much. Over to you. I hope you can hear me all. Yes, it's okay. Yes, we can hear you. Thank you. My name is Doreen Frederick Tarimo. I am from Tanzania, and I work with Tanzania Natural Resource Forum, TNRF. We are based in Arusha, and I work as a program officer on projects that promotes natural resource governance and management. As of today, I am very grateful to be here, to be part of your team, and I'll be talking a little about accelerating the démocratique du Congo s'est lancé dans ce processus-là de réformes issus de ce grand programme national RED afin de pouvoir protéger et mieux gérer ses ressources naturelles. Alors, ce processus qui s'est poursuivi jusqu'à ce jour, parce que nous sommes déjà vers la fin du processus, a été pris en charge par la CONAREF, qui est la Commission nationale pour la réforme foncière, afin d'atteindre deux objectifs. Et de ces objectifs, nous avons deux résultats majeurs, qui à savoir la politique nationale ainsi que la loi, qui devait être promulguée. Présentement, ça a été adopté et cela a connu la participation de plusieurs parties prenantes, en l'occurrence les jeunes. Comment est-ce qu'ils ont réussi à s'impliquer? C'est grâce à la méthodologie mise en place, c'était la participation de toutes les couches, et c'est ainsi que les jeunes aussi ont été consultés en tant que partie prenante afin de pouvoir intégrer leurs attentes en vue d'un accès facile aux terres
et répondre aux objectifs de développement durable dont vous savez que l'objectif 1 a trait à l'agriculture. Ainsi, les organisations de la société civile ainsi que ceux de jeunes se sont lancés dans ce processus de réforme. Je peux compter le cas typique de RND, qui est Environnement, Ressources naturelles et Développement, grâce à son processus dans le Grand Équateur, qui organisait des focus group avec des jeunes. De là aussi, il y a le programme Bourse de ILC, Futur Leader, qui a été mis en place. Et des jeunes ont aussi eu à contribuer. Donc, le résultat de cette étude-là menée, je crois que Marie-Chantal a eu à vous parler de ça, parce qu'elle a eu à piloter ce programme. Ces résultats ont aussi contribué dans la réforme pour que cela soit intégré comme attente des jeunes. Alors, qu'est-ce que les jeunes ont réussi à intégrer? Parce que je peux vous dire que la loi qui datait, qui faisait même l'objet de la réforme, ne faisait même pas mention aux jeunes. Donc ils étaient tellement discriminés. Alors on a réussi à prendre cette thématique jeune et la séparer des autres. Et aussi réformuler la ligne directive 7 en mettant l'évidence des jeunes. Et les mesures recommandées à l'endroit de l'État et des collectivités locales étaient d'accompagner la promotion de l'accès des jeunes aux terres rurales pour l'agriculture, promouvoir l'information. La jeunesse est sous-informée, alors que l'accès à l'information, c'est une obligation pour tous. Que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour les fonciers, que ce soit pour le changement climatique, la question de l'information est très capitale. Et aussi la formation et les recherches en gouvernance foncière au profit des jeunes en tenant compte du genre. Nous vivons dans un contexte africain, il faudrait vraiment tenir compte du genre. Et aussi améliorer le climat des affaires, axé sur des jeunes aux fonciers sécurisés et aux investissements fonciers. Pour ce qui est des autorités traditionnelles, la recommandation était telle que éliminer les barrières des coutumes et traditions qui marginalisent l'accès des jeunes à la terre, surtout en milieu rural et aussi en milieu urbain, parce que ce sont les mêmes pratiques. Et valoriser les bonnes pratiques foncières favorables à l'accès des jeunes et des femmes. Aux OSC, les organisations de la société civile, de promouvoir les plateformes multi-acteurs pour les jeunes. Alors, en perspective, je dirais, la politique foncière est en son dernier stade, je l'ai dit, qui est de la promulgation. Les jeunes, au-delà de se féliciter d'avoir un outil de plaidoyer qui les facilitera de mettre à contribution leur savoir dans l'accès à la terre, continuent à garder un œil ouvert afin de s'assurer que et la loi et les mesures d'application prennent en compte les aspects liés à la jeunesse pour le maintien de la paix et la sécurité dans toutes ses formes afin d'être participants au développement durable, non pas en tant que spectateurs, mais plutôt qu'acteurs. J'ai dit, je vous remercie. Law that is not yet very effective for youth, where youth are not implicated. Really, that's all. But that youth in Congo have urged the needs that want to be partakers of the national policy and laws. So youth also want to engage in the reform process in DRC. Then he said that there's a program led by ERC called the Future Leaders Program, where youth have been engaged together with ERC, youth from DRC Congo, in the project, and the results have been seen.
The law concerning reform in DRC did not consider youth, and this was a serious discrimination considered by the youth and other groups of the population. Youth in DRC don't have information. They talk about the problem of information, lack of information, access to information. It's a serious problem hindering the implication of youth in land reform, land processes, and land management. So youth needs to be informed. Then he said, he finally concluded by saying that youth want to be partakers and want to be involved. And because they want to be involved, they are led, so they stay led to in all the projects or all the programs that concern the social development of DRC Congo. Thank you. Thank you very much. Ok, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va écouter plutôt. Est-ce que Margaret est là? Mengo, c'est ça? Normalement, elle devrait intervenir sur l'accès des jeunes à la terre et au logement. Acknowledging what has already been said before, that youth access to land, subsequent security of tenure, and housing are fundamental for young Africans to engage in activities that will shape their livelihood options. The highest population of young Africans presents a huge opportunity, but as well as an enormous challenge for this continent. A couple of weeks back, I was privileged to attend the launch of the Global Action Plan by UN Habitat that was in conjunction with the government of South Africa. And we represented Habitat for Humanity, who are also core members that developed the Global Action Plan. So according to the statistics that were shared at this conference, 1 in 4 urban dwellers will be living by 2030. And adequate and affordable housing has been acknowledged to be an entry point for peace and security. Of course, housing cannot exist with land. We cannot build on air. We rely heavily on land to ensure that we are able to meet our objectives in terms of housing. Today, there is 1.2 billion young people aged between 15 to 25 years. And according to the UN report, by 2030, the SDGs that make up the 2030 agenda, the younger 7% to be nearly 1.3 billion. And this has been cited in the new urban agenda also by UN Habitat. So we can see mind-boggling numbers showing up for the young people globally, but a huge percentage of this number actually is represented by young people in Africa. According to SDG 2030 agenda as well, we acknowledge that young people are vital agents of change and are critical actors in executing the SDGs. 20 targets across 6 SDGs are directly, explicitly directed at the youth. The meaningful participation of young people is critical to the 2030 agenda's promise to leave no one and no place behind. Donc ce sont des terrains qui appartiennent à des communautés traditionnelles. Donc pour arriver à accéder à ces terrains, il faut être membre de la communauté pour avoir les fruits donc à travers toutes les modalités traditionnelles qui ont été adoptées. Le quatrième type des terrains qu'on a dans le domaine rural, ce sont des terrains habous, ce sont des terrains qui sont immobilisés pour la charité. Ça veut dire que pour avoir accès à ces terrains, on doit les louer, avoir l'argent pour les louer, ou bien on doit être membre de la famille qui a immobilisé ces terrains. Ça veut dire des conditions un peu restreintes. Et dernièrement, on a un domaine forestier qui est assez large, mais qui est inaccessible. On ne peut pas y accéder parce qu'il est protégé. Donc voilà. Alors, un paysage foncier qui existe, qui est disponible, des millions d'hectares, mais il y a vraiment des barrières pour y accéder pour les jeunes. Vous pouvez passer. Alors, on a l'action publique qui a été faite. Donc, le souci de développer le rural est passé par le souci de développer l'agriculture. Donc, l'État a essayé de mettre en place un programme qu'on appelle un programme Plan Maroc Vert sur 10 ans. Parmi les piliers, c'est de mobiliser le foncier. Ça veut dire c'est de mettre le foncier à disposition ou bien donc pour les agriculteurs. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on a essayé de mobiliser plus de 135 000 hectares du foncier, des types que j'ai déjà présentés.
Donc 85% des terrains qui ont été mobilisés appartiennent à l'État. Ça veut dire ont été loués. Le deuxième, 18%, c'est des terrains des collectivités ethniques et de communautés, et le 1% des habous. Mais le problème qui se pose, c'est que cette action publique n'a pas profité aux jeunes. Parce qu'il a profité pour ceux qui ont des moyens, pour des investisseurs, pour des sociétés. Ça veut dire qu'on a écarté les jeunes. Si vous pouvez passer. Alors, on a vu un développement rural insuffisant, une situation de précarité pour les jeunes et une situation foncière assez complexe. Ça veut dire que les jeunes, par la force des choses, sont écartés. S'ils sont écartés du développement, ça veut dire qu'ils vont soit migrer, donc aller chercher ailleurs une opportunité. Ça veut dire que la migration de jeunes, c'est un dépeuplement des zones rurales. Donc les jeunes y restent. Ça veut dire qu'on a des lacunes. Et après, même si ces jeunes arrivent, ou bien viennent après des années et des années à leur village nataux, ça veut dire qu'on va amorcer un conflit générationnel entre les anciens, ou bien les grands, et les jeunes. Et ça, c'est à l'encontre de la paix et la sécurité. Vous pouvez passer. Alors, attends. Si vous pouvez... J'ai encore du temps, monsieur le modérateur. Combien? Je vous dis tout de suite. Il vous reste 3 minutes. 3 minutes, d'accord, je vais conclure. C'est le dernier. Alors, donc, l'accès au foncier présente alors un vrai challenge et un véritable défi pour le développement rural. Pourquoi? Si vous pouvez revenir à la présentation. D'accord, merci. Alors, donc, dans ce cas-là, on a un développement rural qui est insuffisant. Ça veut dire un développement rural qui ne participe pas à la stabilité des populations. Donc, les jeunes vont migrer. On aura un dépeuplement. Ça veut dire que les gens vont être absents du terrain et ne vont pas agir sur le plan économique. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité qu'on va faire. Et même s'ils reviennent, on est dans les conflits générationnels. Ça veut dire que il y a une atteinte à la paix, à la sécurité, soit alimentaire, soit sécurité sociale, etc. Ça veut dire que le modèle qu'on a adopté n'a pas aussi donné des fruits. Donc, il faut repenser le modèle, si vous pouvez passer. Donc, si vous voyez, il n'y a pas de changement de diapo, il n'y a pas de changement de design. C'est la même chose. Il n'y a pas de changement, il suffit de changer l'ordre des choses. Ça veut dire qu'il faut repenser les choses autrement. Donc, pour maintenir les jeunes, pour créer de la paix, pour créer le développement ou bien pour amorcer le développement, on doit commencer par donner aux jeunes l'accès à la terre. Si on leur donne la possibilité d'accéder aux fonciers, tous les types qu'on a vus, donc surtout à travers l'action publique, donc on peut garantir aux jeunes d'être stables au niveau de leur village. Ça veut dire qu'ils vont s'impliquer dans les activités de développement, soit agricoles, soit touristiques, soit artisanales. Et ça veut dire qu'on aura au moins dans nos villages et dans nos zones rurales donc une paix, une stabilité, une cohésion sociale. On évitera les conflits générationnels interfamiliales. On évitera pas mal de choses. Ça veut dire que l'accès au foncier, il faut qu'il soit le point de départ du développement rural. C'est ça l'idée principale que je veux mettre à la discussion. Et donc, je vous remercie et j'attends vos questions. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Équitable, de façon à ce qu'ils ne sentent pas lésés. Ça, c'est une disposition constitutionnelle. Je pense que si on accède à l'habitat, ça c'est un premier pas, mais la sécurisation, c'est-à-dire le fait que cet habitat-là, s'il y a l'expropriation, que les expropriés puissent être indemnisés. Alors, docteur Idriss, je voudrais vous poser une petite question, parce que vous avez parlé d'absence des jeunes pour agir, d'absence dans votre allocution. Donc, j'ai pu noter d'une absence des jeunes pour agir. Ça, je pense que la question que je voudrais poser, c'est de savoir pourquoi. C'est parce qu'il n'y a pas une conscientisation effective, ou bien il n'y a pas de plaidoyer effectif au niveau du Maroc, ou bien est-ce que c'est parce que les jeunes ne sont pas intéressés par les questions foncières? Parce que je pense que, comme vous l'avez dit, ce sont des questions d'actualité, des questions extrêmement importantes qui devraient effectivement mobiliser la jeunesse. Merci. Merci beaucoup, M. Diallo. Il va traduire ensuite, on va donner le micro derrière.
puisse revoir cette logique au lieu d'aller vers la propriété privée, d'aller vers la communauté. Ça, c'est un milieu rural. En milieu urbain, il est clair que, qu'on le veuille ou non, la terre est devenue un bien marchand. Et on doit réfléchir à l'intégration socio-économique des jeunes. Et au-delà de ça, eux, ils vont, une fois que l'intégration est faite, on s'inscrit dans une logique d'étape. Au fur et à mesure, ils vont évoluer vers, je ne sais pas, et développer d'autres approches. Locatif, l'accès, en plus, il y a plusieurs approches qu'on peut développer en ville. Mais l'accès à la propriété n'est pas la seule solution, à mon avis. Elle disait, comme l'a dit notre ami du Tchad, là, elle ne l'a pas dit comme ça, mais c'est moi qui commente. Mais il faut qu'on sorte de la théorie pour aller à la pratique. De manière pratique, qu'est-ce qu'on va faire sur le terrain? Je crois que c'est l'autre aussi qui le disait. Et pour sensibiliser, parce que souvent, c'est les familles qui sont un peu des blocages par rapport à l'accès des jeunes. Donc, il faut parler aux familles et aller sur le terrain. Et elle a vu beaucoup de jeunes qui ont accès à la terre, mais le problème, c'est la mise en valeur de ces terres. ñun dañuy demander rek vraiment ñu jàppale parce que xam nañ ni suuf si njaboot gaa ngi màgg tey suuf si dafa xat suuf du màgg benn yoon te njaboot gi maanaam tey ñu ngi gën a yaatu rek kon foofu defe naa liggéey bu am solo lañ ci ñaan rek ñu wàcc à la base pour def ay sensibilisation fexe ba jàppale vraiment jeunes yi nga xam ne am na volonté ci liggéey même ñi nga xamante ni sax amuñu xëy na dañoo xamul ñu waxtaanaale ak ñoom delloosi leen former leen vraiment ba nga xamante ne bi ëllëg si biir vraiment bu ñu jëlee suuf ñu mën ci liggéey pour jëriñ seen famille. Voilà, elle dit que le problème qu'elle voit, c'est que souvent c'est un problème de sensibilisation et que tant qu'on ne descend pas à la base pour accompagner ces jeunes, les sensibiliser et regarder les problèmes concrets que les gens rencontrent. Parce que la terre n'augmente jamais alors que la population augmente. Et donc si on veut vraiment que les jeunes accèdent à la terre, au-delà de l'accès, il faut aussi comment donner des moyens à ces jeunes pour valoriser les terres. Voilà, merci beaucoup. Elle dit qu'elle sait. And that's a commitment some people are not ready for. The land is ready to honor them, but they might not be ready to honor the land. The reason why I'm late coming here is because I've been dealing with some land problems on phone, on my WhatsApp. We have issues over there. The president gave us a budget to pacify the situation where lots of people were killed between two tribes, and now there are some politicians trying to stop it. The army are ready to move, the police are ready to move, the people are ready to sit down, and some politicians are trying to stop it. And so that's what I've been doing out there, trying to communicate. So what I'm trying to tell you, land is committed to us. That's why you might build your planes and your rockets and everything, but you will need land to launch them and for them to come back. How committed are you to this land? Land is a spiritual property. It is not just a soil. It is not just something like food, you get some and give some to someone and give them. Yesterday I said even orphans have to grow. That means in our customary land, in our African land, we have to get rid of plates and all eat together. You understand? If you want to eat with a knife and a fork, you cannot manage an African land because it is shared. The children eat from that, the old ones eat from that. So the issue of land is very powerful. But land requires us, we have to think about peace building. This is what I've been telling the Forum of African Traditional Authorities. The kings, this is what I told them in Zambia.
In the land sector, we cannot just be land sector talking about land without conflict resolution mechanisms. So I'm expecting Yala not just to learn how to do these courses and whatever for people. Me, I'm a person who's not very interested in theology. The last 100 years, white people have been bringing us theology here. I want action. And we are ready to support action. I'm not so much into theology, I'm sorry. My brain has got no time for that. And I'm aware about the fact that we have a few years left on this earth. We want action so we can do things. There's peace building in land. There's gender equality in land governance. Because the men, we protect the land. But the majority of the users of the land, are women. They do, for example, in Uganda, there's 80% of the agrarian income that comes to the nation, the revenues are from agrarian activities, which the women do 75% of the work, and yet own only less than 5%. And after that, there's the integration question in the land issue. Because in Africa, we have to look at integration, African unity, to remove the borders. So if someone leaves Senegal and comes to Uganda, can they have a piece of land to settle on? So these are the different land rights we have to look into. Not just the land rights of your people, but the land rights of other migrants. Thank you very much. Thank you. Et c'est un honneur pour nous de participer à cette conférence et de partager avec tous les participants l'expérience que nous avons eue depuis 2016 sur les questions foncières au Tchad. Slide, s'il vous plaît. D'abord, je voudrais commencer par préciser un peu le contexte dans lequel nous sommes en train de mener nos activités au Tchad. Le Tchad ne dispose jusqu'aujourd'hui pas de politique foncière ni de code foncier. Nous avons 3 lois issues de la colonisation depuis 1967 qui font office de loi. Et à l'heure où nous parlons, ces lois ne sont plus en adéquation avec l'évolution du contexte international et national et les réalités du pays. Compte tenu de tous les éléments qu'on a évoqués ici, du point de vue de l'évolution, du nombre de la population et des cultures, des changements de mentalité. Suivant. Aussi, nous avons dans le contexte tchadien les conflits entre les règles impératives que sont la loi coloniale et les règles de gestion coutumière. Nous appelons ici dualité puisque entre les deux, il y a souvent un conflit qui s'opère. Nous ne savons jusqu'aujourd'hui pas à qui appartient exactement la terre et ça pose un sérieux problème lorsque les autorités traditionnelles revendiquent l'autorité sur la gestion foncière et que l'État aussi dit que la terre lui appartient. Il y a également dans le contexte la distorsion des coutumes foncières dans certaines communautés qui exclut la femme de par son statut de l'accès aux fonciers sécurisés. Il y a également dans le contexte tchadien les divergences de perception foncière des différentes communautés qui ont entraîné sous les effets des changements climatiques et de croissance démographique des conflits intercommunautaires exacerbés lorsque nous assistons chaque jour à des conflits liés aux ressources, à la gestion surtout non concertée des ressources naturelles. Et nous allons un peu préciser l'historique de l'initiative. En 2016, 15 organisations de la société civile se sont réunies et sous la responsabilité d'Oxfam. Ils ont impulsé, ils ont relancé le débat autour de la question foncière au Tchad. De 2016 à 2022, le concept a évolué. Nous sommes partis de la lutte pour l'accès des femmes à la terre et aux moyens de production. Et avec le temps, la coalition des OEC s'est rendu compte que les jeunes n'ont pas été impliqués suffisamment dans cette campagne. C'est pourquoi, vous voyez, le logo a changé de 2016 à 2022. Nous avons 2 logos.
On a Femmes rurales pour un Tchad sans fin. Et en 2022, le logo, le concept même de la campagne a changé. Nous avons Femmes et Jeunes pour un Tchad sans fin. Donc, les 15 OSC ont été mobilisés. Cela a permis la mise en place de plusieurs équipes d'experts. D'abord, une équipe de lobby, une équipe qui devait s'occuper du plaidoyer et de l'influence, une autre équipe qui devait prendre le volet communication et plaidoyer, également une équipe de recherche. Puisque, de façon précise, l'équipe de recherche devait nous dire en quoi est-ce que les questions foncières impactent les activités d'autonomisation des femmes. Comment est-ce que les jeunes ne sont pas impliqués dans la gestion foncière? Comment est-ce que les femmes peuvent avoir accès à la terre? Ces résultats ont très vite montré effectivement que les femmes ont des difficultés à accéder à la terre. Et à un certain niveau, dans certaines localités, elles ont accès, mais elles ne peuvent pas être propriétaires. Ça dépend de chaque communauté et ça varie selon les cultures. Donc cette coalition des 15 organisations de la société civile a permis de mener des campagnes de plaidoyer auprès des autorités traditionnelles. Nous avons eu beaucoup de succès. Et 300 hectares de terre ont été attribués aux femmes par les autorités traditionnelles. Et actuellement, nous attendons la réception de 200 autres hectares de terre attribués toujours par les autorités traditionnelles pour les femmes. Le débat qui a été relancé autour du code foncier au niveau de l'Assemblée a été impulsé également par la coalition de ces 15 organisations de la société civile. Nous sommes parvenus à mettre en place une alliance autour des thèmes concernant nos campagnes, et également la mobilisation des autorités nationales et locales autour de la question foncière. Cela nous a permis de mettre en place un système de suivi des activités des femmes que nous appelons Femomètre. Merci. Femomètre est une plateforme qui permet de suivre les activités et également les promesses et les engagements du gouvernement en faveur des femmes. Cette plateforme nous permet également de collecter des données sur le foncier. Nous allons voir ça un peu devant. Et la campagne que nous avons eu à enclencher a permis de redynamiser également les questions de gouvernance foncière. Actuellement, l'alliance que nous avons mis en place est intégralement impliquée dans le comité multi-acteurs de rédaction du Code foncier et de la politique foncière au Tchad. Suivant. Ici, vous voyez le logo qui est là, c'est Femomètre. Le site est accessible, vous pouvez également jeter un œil quand vous pourrez. Et nous n'avons pas seulement eu de succès, il y a également eu des difficultés que nous avons rencontrées dans cette campagne. Ces difficultés étaient par exemple liées au fait que nous avons mobilisé les hommes politiques pour aller vers les autorités traditionnelles, pour leur dire de donner des terres aux femmes. Mais ces autorités traditionnelles, pour se débarrasser de nous, ils nous ont donné des terres d'initiation. Lorsqu'on a tourné le dos, ces terres n'étaient plus accessibles pour les femmes. Donc, en 2021, nous avons relancé les activités en demandant de financement encore à d'autres partenaires. C'est là où Landatskel, le gouvernement néerlandais, a décidé de financer à hauteur d'1,5 milliard les activités du projet. Donc là, les prochaines activités que nous sommes en train de concentrer pour la campagne pour l'accès des femmes et des jeunes à la terre et aux moyens de production, c'est sur 3 composantes. Il y a d'abord la composante plaidoyer, et c'est une composante qui va nous amener à avoir plus de terres pour les femmes. La deuxième composante ici, il s'agit de sécuriser ces terres et d'accompagner les femmes dans la mise en valeur des terres qui leur ont été octroyées. Également, les conflits qui sont liés à la gestion non inclusive des terres vont être réglés à travers la mise en place des structures de médiation sociale. Ces structures sont déjà en place, nous renforçons leurs capacités et c'est ces structures de médiation sociale qui nous aident à collecter les données sur les conflits. Également, le troisième volet, c'est Cadastre ici qui nous aide dans l'administration foncière. Et nous sommes ensemble ici avec le consultant principal d'ailleurs. Merci. Panelist, Hashara Caroline, also from Oxford, Uganda, and she's going to present on effectiveness of land ownership by the youth in peace and security building in Africa. Welcome, and we are really enthusiastic to hear from you. Society
that's promoting peace and security in Africa in general. Then the other is when the youth own land, there is food security for them. Our friends are hungry. That when there is a hungry population, there is an angry population. I'll give an example of just the recent COVID-19 breakout that just happened. An experience from Uganda is that when we went through the lockdown, it was very tough. In that, when the government was trying to do this circulation of food to other various people, to those who are most vulnerable, the youth, who comprise 73% in Uganda, were mostly affected. Why? Because they did not have land. And because of that, majority of them had resorted to rioting, tired of being under the lockdown, tired of being restrained. But if they had land, I don't think such kind of riots would have come up. They would instead concentrate on producing food and make sure that their livelihood at that time is being catered for. So, the youth indeed need land, and ownership of land, be it rent, use, whatever form, it will be of great importance and will lead to peace and security. Then it also keeps the youth away from wars. It's similar to what I was talking about, a hungry population and angry population. When the youth do these investments on these lands, like farming, dive into real estates, all those things, you will see that they will concentrate in protecting whatever they have achieved. They will concentrate in protecting their hard work, and the acts of engaging in conflicts, of destroying other people's items. We've seen South Africa going through a lot of issues of destruction of property. Such kind of youth, when they are developmental, when they own land, they will always join forces to see that whatever they have worked for is being protected. And they will, instead of joining the mob and trying to see that they also destroy other people's property, they will instead advocate for peace and security in their countries. Then it also creates employment opportunities. Habitat for Humanity. There is a young lady, she's called Grace Nanyonga. I think Habitat for Humanity knows her very well. The young lady, when she was taken off by Habitat for Humanity, she started developing the land that she was granted. And she had a business. Most people, when you go online, you will see she's referred to as the fish girl. When she was given this opportunity, initially she used to smoke fish. And when she was given this opportunity to own land, she expanded on her business of smoking fish. And the more she expanded, she created more employment opportunities for her fellow colleagues, teaching them, employing them. So when we give the youth land, employment opportunities will be created by them as well. And that is it for some of the things that will promote peace and security in Africa if the youth are granted land. And these things can only be achieved when the youth are being sensitized about these laws, about how important land ownership is in their lives. And the majority of the presenters talked about inclusiveness. Inclusiveness, leaving no one behind, which is a great speech or advocate. But I would like to task us, all of us in this room, to close their eyes. I think you have phones, you have laptops. Close your eyes and try to type your name.
You type a name. If you can type a name without any kind of interference, without having any difficulty, then I think we shall all be like the principle of inclusiveness shall be catered for. Inclusiveness, I am talking about the persons also living with disabilities, especially the blind people. There are very many resources. African Union talked about policies that are being made each now and then put online. How are these other people, the blind, the persons living with disabilities, able to access these materials? That is a question to us all. Thank you. And then we also need to make loan facilities easily accessible for these for the youth. There are very many. The financial institutions make it very hard for the youth to own these to be able to get these loan facilities. You go to them, you want something like to develop yourself, to buy land. They will ask you, do you have a land title? How do you expect a youth to have a land title when the youth is coming to you to get a land title, to get some money to buy land? So these loan institutions, these financial institutions need to make these loan facilities accessible for the youth. Those also invest into the youth, that is in relation to youth-related projects, need to be invested into. Osam has invested a lot into youth-related projects. They have organized the youth into communities, into groups, so as to be able to own land and develop themselves, do farming such as beekeeping and all that. Then also implementation and close follow-up of the resolutions that have been made here. Very many recommendations, conclusions have been made, but what tools have been implemented, what tools have been developed to see that the recommendations, the ideas that have been spoken here are being followed up and implemented very well. Every now and then we shall organize conferences, workshops, trainings, but if these things that we come and speak and gather about are not being implemented and followed up, then we shall be making a loss and organizing conferences every now and then. Thank you very much. Mchana. Sema nzuri. Habari za mchana? Habari za mchana? Nzuri. Okay. Okay, my name is Augustine Nyakatoma, Ira, Tanzania for Point. Next. Okay. My presentation is about youth land in solving youth challenges in Africa. That is my presentation. Yeah, we have a land, we have each and everything, but you have a lot of challenges as youth in Africa. Africa has the largest concentration of youth people in the world. According to the ADB 2015, 1/3 of the Africa's then 420 million young people between 15 to and 35 years old were unemployed. Another third were vulnerable, employed, and one only in 6 was in works employment. Works employment means temporary employment. Is it? Temporary employment. One youth among 6. But we have a large, a lot of what? A large elaborant. But it cannot assist us in our development as youth. However, it's high rates of youth unemployment, which is linked to high level of landless, suggested a correlation with youth poverty and the lack of access to land. Over 40% of Africa's people are under the age 15 and under the age 15, and 20% are between ages of 15 and 24. So it means we have a lot of, when you account our youth from 15 to 35, so we are going to over 70% in Africa. Yes. Many challenges facing youth in Africa, especially poverty, are the main foundation of youth problems, which root causes is unemployment for youth,
both a right and non-a right. Agriculture sector as main backbone of economic for many African countries should be considered as the principal way for poverty alleviation among youth in Africa. Next. According to the International Labour Organization 2015, the agriculture sector employs an average of 55% of the working population in Africa. In Burundi, Burkina Faso, and Madagascar, more than 90% of the labor force works in agriculture. In those countries I have mentioned. By contrast, in Angola, South Africa, and Mauritius, the agriculture sector only employs 5.1%, 4.6%, and 7.8% of the population, respectively. Next thing. For example, the estimation of current population of the United Republic of Tanzania is more than 61 million, according to the census which done on August 2022, whereby in 2020, population was estimated at 59 million people. At mid-year, according to the UN data, you can see how rapid population growth is. This also means high increase of youth population high increase of youth population in number. When you have a huge population, also the way population increased, the way youth population increased. The next thing, okay. Like many other sub-countries, African countries, like many other sub-Saharan African countries, the economy of Tanzania depends on agriculture, which accounts for more than 1/4 of the GDP, provides 85% of exports, and employs about 90% of the workforce. The reliance of agriculture for food production and food security at domestic, regional, and global level depends on youth productive force. This is the generation which is expected to rise in the coming year for food production and food security. Next. Yes. Also, yes. Yeah. Also, the contribution of agriculture farmers, including rural development, depends on the active participation, which are the potential force, labor force, and are characterized by innovation behavior, and minimal risk overseas. Next, because they have said my time is going on. No. Yes. Measures to be taken to ensure land access for youth in Africa. Due to the unconducive land access for youth in Africa, the following measures should be taken into consideration and to be advocating for. To ensure national land policies and national land youth policies in our countries should state clearly on how youth... Ou est-ce qu'ils connaissent nos textes et nos lois? Moi, je pense que le problème, c'est ça, en fait. Parce que pour l'accès à la terre, du moment où, si on prend le cas des terres du domaine national, du moment où j'appartiens à la communauté, du moment où j'ai la capacité de mettre en valeur, mais je peux avoir accès à la terre, que je sois jeune, que je sois une femme ou que je sois un homme. Donc, je pense qu'il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Il faudrait juste que les jeunes s'engagent plus, qu'ils aillent vers l'information, et qu'ils s'enquérissent des modalités d'accès à la terre. Pour ce qui est de nos législations, donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Je suis Hervé Dossoumon du Bénin. Et, depuis ce matin, on a parlé de l'accès à la terre des jeunes et la question du comment est revenue plusieurs fois. Et moi, j'ai entendu
beaucoup mettre l'accent sur l'accès à la propriété foncière, c'est-à-dire à l'abusus. Et on a dit qu'il y a des pratiques traditionnelles, qu'il y a des modes d'accès communautaires, mais je n'ai rien entendu sur l'accès à l'usus. Parce que c'est difficile de changer les pratiques en matière de droit de propriété foncière. Mais c'est possible d'explorer l'utilisation des terres par les jeunes à travers les modes de faire valoir indirects, à savoir la location principalement et le métayage dans certaines localités du continent. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que nos législations dans tous nos pays, pour la plupart, garantissent l'accès équitable à tout le monde à la terre? Que ce soit les législations sur le foncier, mais aussi les codes sur les personnes et la famille disent clairement que tout le monde est égal, que femmes, jeunes, hommes, tout le monde est égaux devant la loi. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'accès des jeunes à la terre par les modes de faire valoir indirects? Pour nous, c'est une piste qu'il faut explorer, une piste sur laquelle on devrait continuer par réfléchir pour garantir un accès sécurisé et durable à la terre pour les jeunes que nous sommes. Merci. km², et ces 23 provinces n'ont pas les mêmes réalités. Et du coup, nous essayons de nous approcher des autorités traditionnelles de chaque province pour traiter de façon spécifique chaque question des femmes et des jeunes. Voilà comment nous procédons et nous pensons qu'avec le temps, on va arriver, avec le code foncier en cours d'élaboration, la politique foncière, on va arriver à appuyer le gouvernement à résoudre ce problème. Merci. Yes. So it was Mr. Niso from Chad. In summary, he said that in Chad there are actually now 16 million inhabitants, and the major problem is that land is owned by the government and by traditional rulers. So he says that land is mostly an economic question, so that helps to grow the economy of the country. So he says that in Chad there are 23 provinces in Chad, and so they try to treat each problem according to the specificity of each province. And he says that right now the land reform is on process, so by the time it will be done, things will be all right. Okay, I hope 2 minutes will be enough for me, but I wanted to just reply the last question. And we will not run away from the fact that before the colonizers came to Africa, we had our own methods of owning land. But later on, we realized that when the colonizers came into Africa, we also adopted their ways of managing land. And we are struggling with the two, but in Uganda, our constitution provides for both. We have adopted common law and we have adopted customary law. But the supreme law is that no customary law or norm shall supersede the constitutions or the provision of the constitution. So we are working on both. And if you look at our tenure, it provides for the colonial ways of owning land and the customary ways of owning land. My conclusions will be that we in Africa have realized that the portion of young people is bigger, and we need to enhance or to capture this as an advantage, an opportunity that we can use to, one, fight food security by providing mechanisms that support access to land. My issue is access to land can lead to food security in Africa. Thank you very much. Merci. A factor for life and for sustainable development. Without land, we cannot do anything. We cannot live. So, because a lot of we have a large population of youth in Africa, we must have mechanism, special mechanism, so as to enable them to access land. Without accessibility of land for our youth in Africa, it means we are creating the generation, the future generation, which will depend on some people else.
not self-reliance. In order to create self-reliance, we have to make sure that youth are on land for their benefit, for their sustainability. In Tanzania, we have youth development policy of 2007, which gives so many opportunities to youth, but it does not emphasize clearly how youth can access land. We have land policy of 1999, I think so. But the land policy, 95, yes, yeah, land policy, it does not explain clearly what is the how youth in Tanzania can access land. That is a problem. Likewise, I think in all African countries, we have the same problem. So we have to advocate, to make urban advocacy, to raise the awareness for youth in order to know that land is very important for their development. That's all. Il exhorte les uns et les autres à mettre des mécanismes qui vont aider et faciliter l'accès à la terre, ceci au profit des jeunes afin de leur assurer une croissance et un progrès certain et durable. Il dit qu'il existe une politique foncière qui est adoptée depuis 1995 qui n'est pas très explicite sur la façon dont les jeunes peuvent avoir accès à la terre, mais qui pense avec du travail et de l'effort, ils pourront arriver à un meilleur résultat. Merci. The moderator talked about most of the questions arising from the youth not being aware of their land rights, and then how best can they access the land. For not being aware, the best way what we can do is to conduct these awareness campaigns, advocate for the rights, mobilize the youths, coordinate with the government officials, the customary leaders, local leaders, and then advocate, sensitize the youth about their land rights and how they can access the land and develop themselves. And then on the part of how best can the youth access land, we very well know that the youth, the ones, majority of them are not capable of buying the land, maybe because of the high market prices, the competition from these investors. So most of the most simplest, I believe, that can be done is to form groups of youth, associations, and then buy land together. When you form associations, you join a force, you make a force that is stronger than one individual. So when that is done, you can buy land and then you develop yourselves like a circle. With time, you'll see you're developing, and then as time goes by, you will be, as an individual, able to purchase your own land. So that is what I can say. Thank you. Okay, merci. Pour elle, elle dit que le fait que les jeunes n'ont pas accès à la terre est un problème lié à l'information. Donc ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons faire des campagnes de sensibilisation, sensibiliser la jeunesse sur comment avoir accès à la terre. Aussi, beaucoup de jeunes ne peuvent pas acheter la terre parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que le prix du marché est élevé. Donc, comme solution, elle propose que les jeunes se mettent ensemble en association, en coopérative, afin d'acheter la terre, la cultiver, la mettre en valeur, afin que les bénéfices puissent tomber et qu'ils puissent croître. Merci. Take was on that, and also to improve the land market for youth, and there are some very concrete examples on that, and also for countries and or maybe some districts, they could undertake policy review with a youth lens to develop youth land-oriented policies that contain very specific provisions of youth on land allocation. And so, for instance, specifically in Tanzania, we have local government authorities to build their capacity so that they engage in a meaningful way the youth in land use allocation, giving them prioritization. And it's very important to
balance the youth men and youth women. By saying that, I think we need a big applause for this youth. Le panel, s'il vous plaît, allons-y, on le chauffe. Online, you can do electricity. On peut faire en ligne, on le chauffe. 1, 2, 3. On envoie. Prochain panel que je veux espérer va tenir dans les 30 minutes. Bon, difficile, mais je pense que vous avez de l'énergie et on peut faire confiance. So for the next panel, I would apologize, but the English speaking participant would, as we are trying to, gain some few minutes, I would suggest that you go online because we translation will be online. So we make sure that we go, we deliver the next session as short as possible. Je vais appeler donc. Voilà. Non, je vais laisser le micro. Tu vas appeler les panélistes. Merci beaucoup et bon courage pour le dernier panel. C'est pour la caméra. Bonsoir. Pour ce panel, nous avons maximum 30 minutes, présentation et échange. Donc, on me met la pression, je vous mets la pression aussi pour les différents présentateurs. Nous avons Madame Lokumo Louise Angeline. D'exploitation et de transformation de cacao. Et ensuite, nous avons une agence gouvernementale qui est un démembrement du ministère de l'Agriculture. Nous avons également une entreprise spécialisée dans la numérisation des processus de sécurisation foncière. Et puis, nous avons un cabinet de géomètres experts, le CETIF, et Audace Institut Afrique, qui est bien connu dans le secteur du foncier rural. Ce sont nos partenaires d'exécution avec qui nous travaillons. Diapo. Alors, dans le cadre de ce partenariat, nous avons développé une approche que nous pouvons scinder en 5 étapes. D'abord, nous avons une étape exploratoire. Nous choisissons des villages, nous rentrons en contact avec les communautés, les responsables des communautés. Ensuite, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Nous donnons beaucoup d'informations sur notre initiative. Et après, nous procédons à la clarification et à la consolidation des droits. Cette étape-là nous permet d'identifier d'abord les détenteurs des droits coutumiers. Ensuite, nous pouvons identifier les différents exploitants et les mécanismes par lesquels ils ont pu avoir accès à la terre. Ça nous permet déjà d'engager les opérations techniques, tout ce qui est cartographie, tout ce qui est délimitation de parcelles. Et ensuite, nous délivrons des documents fonciers. Diapo. Alors, dans le cadre de ce partenariat, nous avons apporté quelque chose de très essentiel au processus, à la politique nationale de sécurisation foncière rurale en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de digitaliser toute la procédure de délivrance de certificats fonciers. Nous avons aussi amélioré les outils de contractualisation en proposant des modèles de contrats adaptés à l'agroforesterie et à l'agropastoralisme. Déjà, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a 10 modèles de contrats qui ont été élaborés par l'Agence foncière rurale. Ces 10 modèles de contrats traitent de la location, du métayage, de ce qu'on appelle travail partagé et même des dons. Donc, dans le cadre de notre projet, nous avons amélioré ces outils-là en faisant des propositions. Ensuite, nous avons développé une nouvelle approche de financement de sécurisation foncière. Dans le mécanisme classique, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui engage tout ce qui est délimitation des territoires des villages. Et puis, les particuliers prennent sur eux de faire des demandes de certificats fonciers. Voilà. Dans notre approche, nous avons mobilisé des entreprises du secteur privé qui financent une bonne partie des opérations. Donc, cette approche a permis de réduire le coût
du certificat foncier de 250 000 francs en moyenne à 12 000 francs l'hectare. Aussi, nous avons élaboré 2 mécanismes de résolution de conflits qui sont axés essentiellement sur la médiation communautaire et qui sont régulièrement documentés à chaque étape. Nous avons aussi développé l'application mobile Contraterre que vous pouvez télécharger sur Play Store ou bien l'App Store de iPhone. Cette application est disponible, vous pouvez même essayer maintenant, Contraterre. Alors, dans cette application, vous avez tous les modèles de contrat avec la possibilité d'avoir des explications orales. Et ensuite, nous sommes en train d'expérimenter des dialogues intergénérationnels pour l'implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance foncière locale. Ce travail est également en cours. Je pense que d'ici à la fin de cette année, nous aurons déjà les premiers résultats. Diapo. Alors, quelle est la place des jeunes dans notre initiative? La place des jeunes dans le CLAP. J'ai retenu 5 grandes idées. Diapo. Déjà, nous faisons le plaidoyer auprès des chefs traditionnels pour l'implication des jeunes dans les organes de gestion et de gouvernance foncière. Ce travail-là est fait très régulièrement. Nous travaillons dans 30 villages en ce moment et dans tous les 30 villages, nous sommes en train de faire ce plaidoyer pour que les jeunes intègrent tous les organes locaux de gouvernance foncière rurale. Diapo. Et aussi, nous avons mobilisé des jeunes comme relais communautaire. Ce que je note, c'est qu'il y a eu un projet avec des impacts environnementaux et sociaux, certains. Maintenant, avec la science, il y a des outils qui ont été développés, comme l'étude d'impact environnemental et social. Maintenant, dans ces genres d'outils, il y a des mesures d'élimination de ces impacts sur le plan social, économique. Et ce que vous aviez noté, donc, par rapport à la perdition scolaire et d'autres phénomènes sociaux, ça sont des impacts sociaux. Maintenant, dans cet outil, l'étude d'impact environnemental, il y a des mesures d'élimination. Donc, on va faire de telle sorte que ces impacts ne soient évités, ou bien des mesures de réduction, ou à la limite, si ces 2 options ne sont pas possibles, on va essayer de compenser les populations. En faisant quoi? C'est par rapport aux personnes affectées par les projets, on fait quoi? On va essayer de les délocaliser, donc les offrir de nouvelles parcelles où habiter. Donc, essayer de les offrir également de nouvelles activités économiques. Maintenant, il y a ce problème. Celui qui effectue une activité agricole, vous lui demandez de faire la pêche, par exemple. Donc, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Donc, c'est un cas que j'ai noté au Sénégal, par exemple, où il y a eu plusieurs projets portés par des industries qui existaient bien avant 2021. Pourquoi 2021? Parce qu'il y a une loi, la loi qui porte le Code de l'environnement, qui exige à ce que l'on fasse l'étude d'impact environnemental pour les projets, de façon générale. Maintenant, les gens disent que nous, entreprises qui existaient bien avant 2021, nous ne sommes pas concernés. Alors qu'en réalité, ils devraient faire même ce qu'on appelle la régulation. Essayer de réguler. Donc il y a un renouvellement, surtout les industries qui sont dans, ou bien les industries, ou bien les entreprises qui sont dans l'orpaillage, dans les mines, et ainsi de suite. Il y a un renouvellement du contrat qu'ils ont conclu avec l'État. Donc dans le renouvellement, les pouvoirs publics peuvent poser des questions comme quoi vous allez régulariser en faisant quoi? Une étude d'impact environnemental. Et ça, plusieurs facteurs que vous venez de souligner et qui sont visibles aussi au Sénégal peuvent être évités. Donc pour terminer, c'est là où je vais terminer. Donc ça va concerner l'accès au foncier des jeunes. Je prends le cas au Sénégal. Nous voulons accéder au foncier, tout ça. Mais vous avez parlé tantôt de la sorcellerie. Et nous sommes au Sénégal, il y a des réalités socio-culturelles. Des fois, ici, on voit qu'il y a que des jeunes, ton père disposait d'une terre. Et normalement, tu devais hériter de cette terre. Et supposons que tu avais des activités en ville, tu décides de retourner au village, et il y a une menace qui est là. Oui, si tu touches cette terre, mon frère, il va falloir creuser en même temps ta tombe. Donc c'est ça. Donc du coup, il y a cette peur qui s'installe. Et ça également, c'est
une autre limite par rapport à l'accès au foncier des jeunes? Merci beaucoup. L'Afrique. Je vais essayer d'intervenir par rapport aux présentations des deux messieurs. Pour l'accès au foncier des jeunes. Au Sénégal, comme l'ont dit certains qui ont intervenu, il n'y a pas de problème par rapport à la législation pour l'accès des jeunes au foncier, parce que tout le monde a la même possibilité. C'est ce qui a été régi par les droits fonciers, si je peux le dire ainsi. Mais le problème en est que, d'une certaine façon, l'accès n'est pas vulgarisé, si je peux le dire ainsi, parce que, par exemple, moi, je suis habitante d'une zone urbaine, et pour pouvoir accéder à une terre, il faut l'obligation de mise en valeur et l'obligation d'appartenance à une terre. Par exemple, si moi, j'ai envie d'avoir une terre à cultiver dans une zone rurale et que je ne fais pas partie de cette terre-là, alors que j'habite en ville et que je ne peux pas pratiquer l'agriculture dans cette zone-là, je vais avoir un problème. Alors il y a un problème d'accès qui vient se poser et qui ne facilite pas cet accès-là. Et par rapport à monsieur qui parlait des jeunes qui, au lieu d'être des victimes dans l'accès à la terre, mais sont plutôt ceux qui créent des problèmes par rapport à ça. Est-ce que vous avez vu s'ils ont les moyens nécessaires pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir exploiter ces terres-là, qui fait en sorte qu'ils ont une confiance de la sécurisation de ces terres, de sorte à ce qu'ils ne fassent pas des choses illégaux, si je peux le dire ainsi, pour pouvoir les utiliser à bon escient. Bon, merci beaucoup. Une minute qui était prévue, et donc il y a des détails qui ont manqué au départ. Et il faut dire que les terres, quand les populations ont été déplacées depuis plus de 50 ans, il n'y a pas eu de compensation, je l'ai dit. Et on leur a demandé, ils ont négocié des parcelles de 0,25 hectares pour le chef de ménage depuis 70. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Et donc, plus de 50 ans. Et maintenant, c'est à eux de négocier de petites parcelles auprès de leur hôte, un seul village qui accueille 7 autres villages, juste pour avoir de quoi faire de l'agriculture vivrière. Ils ont fait durant des années, mais à un moment donné, le fleuve n'a pas inondé entièrement les 40 000 hectares. Et donc, ils ont tendance maintenant à retourner sur les anciens sites. Ils arrivent, ils ont la possibilité de faire l'agriculture. Ils étaient libres de le faire. Il y a plus de 100 villages qui ont été déplacés. Et là, c'est seulement que sur une dizaine de villages que j'ai eu à faire l'enquête, puisque l'autre village où il y a eu le mort, le jeune qui est décédé, je n'ai pas pu faire l'enquête. Et donc, sur les 10 villages, il faut dire que ce n'est pas partout. Pour répondre au modérateur, que c'est pas pourquoi c'est seulement que là qu'on fait de l'orpaillage. Et c'est ce que les parents leur reprochent. Ou devaient être résilients. C'est vrai qu'il y a une facilité, mais la facilité qui réside dans l'orpaillage n'est pas en quelque sorte réellement une facilité. C'est un leurre, parce que les risques sont énormes. Plus de 100 personnes qui sont mortes dans le cas d'un éboulement, parce qu'ils creusent. Vous avez vu les trous que je montre. Et moi-même, j'avais vraiment la peur au ventre. Parce qu'il suffit d'une petite glissade, on retombe dedans. Donc, les risques sont énormes. Et l'agriculture, abandonner l'école pour aller faire de l'orpaillage, c'est un truc quand même limité parce que depuis 2019, 18 qu'ils ont commencé, aujourd'hui, l'activité n'est plus rentable comme auparavant. Et donc, juste pour dire que c'est vrai, il y a des contraintes au niveau de nos communautés. Il y a des contraintes dues même à l'État qui n'arrive pas à rétablir les populations de leurs droits. Parce que les populations, vis-à-vis de l'orpaillage, elles ont demandé à immatriculer leurs terres et puis en devenir
intégralement propriétaires terriens et puis chasser les orpailleurs. Mais l'État a refusé. L'État qui a donné, et j'ai une autorité quand même au niveau de l'agriculture qui est là, l'État qui a arraché la terre aux populations, leur disant que la terre allait être inondée. Mais le reste, aujourd'hui, les populations se disent que c'est leur terre, c'est la terre de leurs ancêtres. Elle veut retourner, on dit non, ça c'est déjà une propriété de l'État. Et donc, c'est face à ces difficultés que les jeunes ont trouvé qu'il faut vraiment aller très rapidement à l'orpaillage. Mais je pense bien que ce n'est pas la solution, parce que c'est un raccourci, comme on le dit. Et ce n'est pas la solution, ce n'est pas une résilience en tant que telle, parce que cette résilience, quand on parle de résilience, c'est une capacité à remonter un choc et en faire une opportunité. Mais ici, l'orpaillage ne peut pas être érigé en opportunité. Merci bien. Et c'est comme obstacle à cette couche d'humanité, comment jouir de cette ère-là. On n'a pas croisé les bras, nous, l'IFA en personne, on a développé des stratégies des 20 organisations de la société civile pour plaider à cette cause-là. Comment est-ce qu'on peut indemniser cette couche-là? On est arrivé à 150 hectares aujourd'hui autour du PNKB, dans la lisière. On a donné à cette communauté-là qui est devenue nomade et esclave autour de cette aire protégée-là. Mais la manière dont on a créé cette aire protégée-là, ce n'est pas une manière pour sauvegarder cette ressource-là. Nous tous, nous sommes d'accord que la conservation de la nature, la création... Alors, nous voulons résoudre le problème d'accès à la terre par le dialogue. Au niveau de la GIZ, nous avons initié, comme je l'ai dit dans ma présentation, des dialogues intergénérationnels. Mais au-delà des dialogues, nous travaillons à ce que les jeunes intègrent le plus tôt possible les différents organes qui régulent, qui gèrent les terres au niveau local. Parce que les jeunes n'ont pas accès à la terre juste pour une crise de confiance. Qu'est-ce que les jeunes vont faire de la terre quand ils auront la terre? Dans plusieurs régions, les jeunes ont bradé la terre et ils sont allés s'installer en ville. Dans d'autres régions, ces terres-là sont utilisées justement pour l'orpaillage clandestin. Qu'est-ce que les jeunes font de la terre quand ils ont la terre? La meilleure façon d'amener les jeunes à bien utiliser la terre, c'est de les intégrer le plus tôt possible aux organes de gestion foncière rurale. À partir de ces organes-là, ils comprennent les enjeux liés à la terre, ils comprennent l'importance de la terre et ils veulent également valoriser la terre. C'est notre point de vue. Nous sommes encore là pendant 2 jours. J'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter. Je vous remercie. Merci. Je pense que je n'ai pas besoin de faire une conclusion. Et juste, s'il vous plaît, nous allons gérer le temps. On va s'arrêter ici pour l'instant. Nous allons partir pour le lunch, le déjeuner. Mais s'il vous plaît, on va pas trop traîner parce que nous avons une autre séance avant la visite de terrain. Donc on se dit en 45 minutes, après avoir mangé, n'oubliez pas de prendre le petit café là. Le petit café là, bien dosé, sans sucre. Yep. Et on revient. On revient juste parce que on se dit, si on arrive à gérer le temps, si on peut, à 15h30, 16h, si on peut aller sur le terrain, ce serait intéressant. Donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Je voudrais passer l'annonce. Alors, quand on va revenir, on va passer au breakout session. Et puis après les breakout sessions, on doit aller faire la visite de terrain. Et donc la visite de terrain, on va le faire en t-shirt. Et je crois que l'équipe en charge est en train de faire déjà son travail. Et tout le monde a déjà presque les t-shirts avec le suivi qu'on est en train de faire. Donc voilà, on vous souhaite bon appétit et revenons très vite pour les breakout sessions, surtout les recommandations. Donc si vous avez des recommandations,
il faudra les faire directement et pour qu'on puisse les noter. OK? Merci beaucoup. Caroline. Quand même qu'il y a un niveau scolaire, minimum collège, qui sont mis à disposition de ce géomètre-là. Voilà. Donc, lui, il les forme, mais je dois préciser ici que ces jeunes n'ont pas la capacité de délivrer des certificats fonciers. Leur travail se limite au niveau des contrats, les contrats agraires qui sont passés entre les individus au niveau des villages. Pour ce qui est du certificat foncier, qui est un document officiel reconnu par l'administration ivoirienne, il y a une procédure et ce sont des géomètres experts qui sont censés aller faire les opérations techniques en vue de la délivrance du certificat foncier. Pour les contrats d'usage, avant notre intervention, les gens utilisaient des cordes pour mesurer les parcelles. Et donc, il va sans dire que les données qui sortaient de ces unités-là n'étaient pas forcément justes. Donc, parfois, il y a eu des conflits même qui sont nés du fait que quelqu'un a déclaré avoir mis à disposition 5 hectares et puis après, il se rend compte que ce n'est pas 5, c'est 3 hectares. Donc, les GPS sont un peu plus précis. C'est pour cela que nous avons mis à disposition les GPS. Nous travaillons essentiellement sur les questions en rapport avec le foncier rural. Voilà. En Côte d'Ivoire, nous avons 2 domaines. Bon, en plus de tous les domaines que nous connaissons, mais pour ce qui concerne le foncier, nous travaillons au niveau du foncier rural. On n'intervient pas au niveau du foncier urbain, ce qui fait que notre partenaire d'intervention en Côte d'Ivoire, c'est le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, qui est en charge de gérer les questions en rapport avec le foncier rural. On ne travaille pas avec le ministère de la Construction. Voilà. Le NELGA, nous le savons tous, c'est le réseau qui met en relation les institutions de recherche, les écoles, pour pousser la réflexion sur la gouvernance foncière rurale. Maintenant, dans le cadre de notre travail, est-ce que nous privilégions l'approche scientifique? Non, l'approche technique à l'approche scientifique, ce n'est pas le cas. Parce que déjà, avant d'élaborer le projet ProPFR en Côte d'Ivoire, on a regardé ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Et on sait que, par exemple, l'ONG Audace Institut Afrique a conduit un projet financé par la Fondation Friedrich. Et ce projet, je pense que c'est acteur communautaire, voilà. Acteur communautaire. Alors le projet, c'était un projet d'action-recherche. Un projet d'action-recherche, ça veut dire que les gens sont allés sur le terrain, ils ont pensé une approche, ils ont mis en œuvre cette approche, et puis ils ont tiré les leçons de cette approche. Ils ont fait un plaidoyer autour de ces leçons-là. Et c'est ce qui nous a permis en Côte d'Ivoire d'avoir, par exemple, la possibilité de sécuriser les droits d'utilisation des terres. Avant, on était limité à la sécurisation des droits de propriété à travers le certificat foncier. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire qu'on peut protéger aussi les droits d'utilisation des terres. Parce qu'il y a eu une action recherche qui a été conduite. Et nous, au niveau de la GIZ, nous avons poussé la réflexion au niveau des contrats agraires. Et nous avons proposé, en plus des 10 modèles de contrats agraires, nous avons proposé un modèle de contrat adapté à l'agroforesterie et 9 modèles de contrats adaptés à l'agropastoralisme. Voilà, ce sont des choses quand même qui sont faites sur la base des réalités que les gens nous remontent. Ensuite, parlant de ce que nous pouvons privilégier ou nous ne privilégions pas, non, nous travaillons sur la base de ce qui nous revient du terrain. Ce n'est pas forcément peut-être
les professeurs d'université qui nous remontent cela, mais il y a plusieurs acteurs, comme les membres de la société civile aussi, à travers la plateforme Alerte Foncière, qui nous remontent des choses sur la loi, sur la mise en œuvre de la loi, et c'est sur ces différents retours que nous recevons que nous organisons notre intervention. Voilà. Et donc, ce document-là, pour l'authentifier ou bien pour le délivrer, on se rapporte essentiellement à la communauté à travers le comité villageois de gestion foncière rurale qui est composé de tous les membres, toutes les couches sociales sont représentées dans le comité villageois de gestion foncière rurale. Ce n'est pas le titre de propriété, mais c'est le document intermédiaire qui permet d'aller au titre de propriété. Voilà. Donc c'est un document légal qui est reconnu par l'administration, par les juridictions en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que nous sommes à la fin de notre session. Comme je l'ai dit le matin, je suis là. On peut poursuivre la discussion après. Voilà, je vous remercie. traditionnelle. Et ici, on a l'ethnie Peul, le chef du cheptel. Et là, on a le chef du village, le chef du village. Et cet homme-là ne fait pas partie des ethnies, c'est l'homme du futur, d'après l'artiste. Ici, l'artiste nous pose une question, à savoir, avec l'avancée de la science, la technologie et de la médecine, il demande, est-ce que dans le futur, l'être humain aura cette apparence, avec les organes génétiquement modifiés, le clonage.
Et le Tchad dans tout ça. Et le second du Mali. Et ici, on a les 3 masses du peuple, c'est nous fait parler de la Côte d'Ivoire. Super. Alors, pour cette visite que nous venons d'effectuer, quelle est votre impression par rapport au monument de la Renaissance? D'abord, c'est fantastique, c'est formidable. Et c'est toute l'histoire de l'Afrique qui se retrouve là. Ce n'est pas seulement l'histoire du Sénégal. Tout à l'heure, quand on a fait le tour, on a entendu parler de l'histoire de toute l'Afrique. Et il y a eu, c'est vrai que fondamentalement sur le Sénégal, mais il y a eu des contributions de tout ce qui est des éléments culturels qui est représenté ici. Et la première des choses qui nous a marqué quand je suis arrivé ici, on m'a dit que non, ici c'est pas seulement, on est africain. On ne fait pas la différence entre Sénégalais et autres. Donc on ne parle pas de question de nationalité, on parle d'une même nationalité africaine. Et c'est fantastique. Qu'est-ce que vous avez gardé, Jean? Qu'est-ce que vous avez gardé de la taille, la hauteur, le monument, et à quelle position? En fait, au-delà de tout ça, moi je vais au-delà de tout ça pour comprendre que c'est toute l'histoire de l'Afrique qui se dessine ici. Et le passé, le présent et le futur qui se traduit ici. Donc je m'inscris dans cette logique-là, parce que ça retrace l'histoire de l'esclavage, qui fait partie de notre histoire. Mais au-delà de ça, il y a des choses formidables qu'on voit ici. Ça vous inspire quoi? Ça nous inspire que nous avons de l'avenir. Que nous avons de l'avenir et nous devons croire en nous. Croire en l'Afrique, pas dans la diversité doit être une force. Et que l'Afrique, on parle d'une seule Afrique, on ne peut pas parler des Afriques. C'est une seule Afrique dans la diversité, mais on doit aller ensemble. Et c'est possible. Alors, nous avons effectué tous ensemble tout à l'heure la visite de ce monument de la Renaissance. Qu'est-ce que ce monument vous inspire? D'abord, nous avons un sentiment de fierté. Et une fierté qu'on n'arrive même pas à exprimer, vu les exploits, les réalisations de nos ancêtres. La richesse de la culture africaine, vraiment c'est super. Qu'est-ce que vous avez gardé de son histoire, de la position que ce monument occupe dans le monde? Déjà ça inspire pour la jeunesse africaine, surtout la masse de cette jeunesse qui a cette volonté panafricaine. La richesse de cette culture nous inspire, nous motive par rapport à comment préserver cette richesse, comment préserver la culture africaine, mais aussi comment participer au développement socio-économique, culturel du continent. Alors, nous avons effectué tout à l'heure la visite du monument de la Renaissance ici au Sénégal. Qu'est-ce que ce monument vous inspire? Alors, j'ai beaucoup aimé l'idée du monument parce qu'il essaye de montrer la richesse de l'Afrique par rapport à ce qui a été exposé, mais aussi il essaye de donner une inspiration pour les jeunes. Pourquoi? Parce qu'il leur donne comme quoi on peut réfléchir à l'avenir, on peut stimuler donc la réflexion par rapport à comment notre avenir doit être, mais sans pour autant oublier notre authenticité, notre tradition, nos valeurs africaines qui sont des valeurs très riches, très authentiques. Et on peut mettre les deux donc, pour créer une société moderne, mais aussi authentique. Donc j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé la façon avec laquelle elle a été représentée. Vraiment, c'est aussi le fait d'être le deuxième monument le plus grand au monde. Ça donne comme quoi que l'Afrique peut devenir un continent qui pèse sur le plan international. D'accord. En 3 mots, comment pouvez-vous définir ce monument? En 3 mots. En 3 mots, c'est l'espérance, c'est le développement, mais aussi c'est l'authenticité. Merci. Le directeur exécutif de ILAR, nous avons effectué une visite dans le cadre de cette 3e conférence sur la gouvernance foncière. Déjà, que vous inspire ce monument de la Renaissance? Vous savez, ce monument n'est pas choisi au hasard. Ce monument est choisi à juste titre parce que le thème de la conférence est la sécurité et la paix en relation avec le foncier et la jeunesse. Et quand vous voyez bien, c'est un monument qui inspire la réconciliation, donc la paix de toute l'Afrique.
Donc c'est très important qu'on puisse venir voir l'histoire de l'Afrique et voir comment est-ce que l'Afrique avait été divisée et aujourd'hui comment la projection de l'unification de l'Afrique doit être faite. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour visiter, et cela pourra permettre d'inspirer beaucoup d'autres jeunes pour continuer à travailler dans le sens de la réconciliation et de la paix en Afrique. D'accord. En 3 mots, comment pouvez-vous définir ce monument? Ce monument, c'est, je dirais, c'est un monument qui relate le passé et qui réconcilie et qui amène toute l'Afrique à avoir la paix qu'il faut. Merci. Et tous ensemble tout à l'heure la visite du monument de la Renaissance. Vous êtes sénégalaise. Que vous inspire véritablement ce monument? Bonjour. Oui, en tant que point focal Sénégal et membre de YILA, en tant que jeune, ce monument, pour moi, ça représente et le passé et le présent, et ça symbolise aussi l'avenir, ça symbolise l'Afrique, ça symbolise la liberté, ça symbolise la Renaissance et tout ce qui va avec. Ça symbolise l'espoir en quelque sorte, en tant qu'Africain, en tant que jeune. Et voilà, c'est ça. Merci beaucoup.